Donc, bienvenue à ce webinaire sur la valorisation des flexibilités, organisé par Tenerdis, avec le de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Estelle Térinel, chargée de mission innovation, pour ceux qui ne me connaissent pas, en charge notamment d'animation de la filière et des groupes de travail sur les infrastructures électriques qu'on a débuté en juillet 2023. Donc, nous avons lancé un groupe de travail sur les flexibilités. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les membres précurseurs qui sont RTE, Energipool, LNCMI, CNRS, G2E Lab et Eviden Atos. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir comme intervenant Yannick Jacquemart, qui est directeur des nouvelles flexibilités pour le système électrique chez RTE, et également Sandrine Oisdé, qui est directrice marché, qui vont nous dresser donc tous les deux un état des lieux des mécanismes de marché actuels et de leur insertion dans le système électrique. Alors, mais avant de laisser la parole à Yannick, et je vais faire très très vite, je voulais vous présenter Tenerdis, qui est le pôle de compétitivité de la transition énergétique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Tenerdis, on est le pôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui agissons sur le secteur des énergies renouvelables et on accompagne le développement et le montage de projets d'innovation. Donc, que ce soit en amont du projet, avec l'identification des bons partenaires, l'identification, donc que ce soit les laboratoires, les partenaires industriels, etc., jusqu'à l'aval, au développement et à la mise sur le marché des projets d'innovation. Donc, on accompagne aussi tous nos membres, tous les acteurs qu'on fédère, donc que ce soit les petites entreprises, les grandes entreprises, les laboratoires de recherche et les collectivités territoriales. Rapidement, nous intervenons sur 9 filières, la filière chaud-froid, la filière des infrastructures, et le GT découle de l'animation de cette filière-là, l'hydrogène, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectricité, la batterie, les gaz renouvelables et la construction. Et nous adressons les 4 enjeux de la transition énergétique, donc on passe par tout ce qui est production, système de stockage, conversion, pilotage, distribution et impact environnemental. Et nous intervenons également sur 3 écosystèmes qui ont leurs propres problématiques, qui est les écosystèmes industriels, les écosystèmes ruraux et les écosystèmes urbains. Alors, en bref, Tenerdis 2023, nous avons 284 membres et puis voilà, vous avez une petite répartition de nos acteurs, à une grande majorité de TPE-PME, des collectivités territoriales, des centres de recherche et des grands groupes. Alors, ce premier groupe de travail sur les flexibilités, donc, qui a lieu sous la forme d'un webinaire, la deuxième partie se déroulera en présentiel le 31 mai à GEG, qui nous accueillera dans ses locaux, donc merci à eux. Vous avez un pré-programme là qui est affiché. Donc les thématiques porteront sur les besoins des flexibilités dans le système électrique de demain, où là on aura une présentation de Yannick Jacquemart, sur les grandes tendances d'évolution dans la gestion du système électrique des besoins et des flexibilités, de 9h30 à 10h30. S'en suivra également un retour d'expérience, donc sous la forme de pitch, des solutions et des utilisateurs de solutions de flexibilité avec un focus dans le tertiaire. Donc, je vais lancer un appel à contribution, mais d'ores et déjà, si vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas. Si vous souhaitez pitcher, présenter votre solution, envoyez-moi un petit mail et je vous recontacterai juste après le webinaire. Et puis, je tenais aussi à vous annoncer nos rencontres réseau et l'Assemblée générale qui aura lieu le 28 mai prochain à l'IET de Lyon. Voilà. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que la présentation sera bien entendu distribuée. Il y aura donc un enregistrement. Donc, si vous souhaitez aussi, vous pourrez visualiser à nouveau le webinaire. Et puis, on se laisse un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas dans le chat à noter toutes vos questions et on répondra avec Yannick et Sandrine à la fin du webinaire. Voilà. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Yannick. Donc, Yannick, est-ce que vous pouvez partager? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Hop. Est-ce que vous pouvez prendre la Oui, main? C'est bon, parfait. vous voyez Ouais, c'est parfait. le support là. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Donc, je suis avec Sandrine Oisé. Donc, moi, je vais vous présenter là, une partie un peu générale de flexibilité sur la flexibilité de la demande, de l'évolution dans le système électrique. Et Sandrine, ensuite, vous détaillera davantage les mécanismes de marché, les évolutions possibles et la façon dont ça marche en pratique, la flexibilité pour la mettre en œuvre
pour la souscrire. Alors, si je démarre sur le menu, on va d'abord venir sur le fait que le système électrique se transforme. Je commence toujours par là, c'est-à-dire que les besoins de flexibilité dont on parle, ce ne sont pas des choses qu'on connaissait il y a 10 ans, même il y a 5 ans, c'est des choses qui sont émergentes aujourd'hui et qui vont structurer la façon de consommer l'électricité, les bons moments pour consommer l'électricité dans les années qui viennent. Alors, pour expliquer ça, quelques graphiques pour commencer. Ce que je vous présente là, c'est la forme des courbes de charge suivant les différentes saisons, donc l'été, en intersaison ou l'hiver. L'hiver, on consomme davantage, évidemment. On a besoin d'électricité un petit peu plus tôt le matin, il n'y a pas de lumière, on chauffe davantage. Un peu plus le soir, pareil, il n'y a pas de lumière aussi. Donc, on a des petites pointes, mais globalement, ça reste relativement plat. Le principal creux qu'on a dans la consommation, ça reste évidemment la nuit. C'est assez logique sur la fin de nuit. Euh, Quand on regarde le contenu de cette consommation, c'est important parce qu'on y reviendra après. On a l'industrie qui est globalement relativement plate sur la journée, hein, consommation constante. On a les bâtiments tertiaires. Les bâtiments tertiaires, vous notez d'une part qu'il y a une forme avec une grande pointe le matin, et d'autre part que en puissance, en hauteur, c'est beaucoup plus que l'industrie. Le matin, c'est le double. Alors, la nuit, dans le creux, c'est à peu près autant, et même un peu plus, 15 à 20 gigawatts, mais le matin, on a 30-35 gigawatts. Et puis, si je rajoute à ça le résidentiel, donc toutes ces courbes bleues, la partie bleu ciel, c'est lié au chauffage. On est sur un jour d'hiver, là, on est sur une pointe d'hiver, mais le résidentiel, c'est encore un petit peu plus, c'est 40 gigawatts. Et après, il reste la mobilité, c'est essentiellement la SNCF, les métros, etc. Et puis après, on a les pertes sur les réseaux et un petit peu secteur de l'énergie à la marge. Mais donc, au bilan, sur une journée d'hiver, l'essentiel de la consommation, en tout cas l'essentiel de la puissance en période de journée, ben, c'est du bâtiment, tertiaire ou résidentiel, à 70%, mais au moins. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que dans la flexibilité, évidemment, on peut faire des choses dans l'industrie, hein, dans la bande rouge, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on peut faire dans le reste parce que c'est la somme des petits gestes qui fait la consommation d'électricité. Alors, à cette consommation se superposent maintenant les capacités de production, puisqu'elles sont variables, elles dépendent des rythmes du soleil et du vent. Donc, rythme du soleil, vous voyez à gauche. Forcément, le niveau varie suivant les jours, hein, là, c'est un exemple. Mais par contre, les moments dans la journée, eux, ils sont bien connus à l'avance, avec un pic à 14 heures en heure d'été et 13 heures en heure d'hiver. Et évidemment, pas de soleil la nuit. C'est-à-dire que même s'il y a des variations de niveau, de toute façon, ça, on va le voir, c'est structurant. Le seul fait de savoir qu'il y aura du soleil en milieu de journée, eh bien, ça vient impacter totalement la forme des prix et les besoins de modulation. Alors, l'éolien, par contre, on le voit à droite, sur une semaine, ça peut varier. Là, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour, on ne sait pas quand ça bouge. Ça bouge beaucoup, mais ça peut varier totalement d'un jour sur l'autre. Alors, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de passer de la courbe que je vous ai montrée, là, la bleue ou verte tout en haut, à cette courbe rouge qui apparaît maintenant. Parce que cette courbe rouge, c'est la consommation résiduelle, c'est-à-dire la consommation qui reste une fois qu'on a tenu compte des productions non pilotables, ce qu'on appelle les ENR fatales, qui sont donc le solaire, l'éolien, et aussi une toute petite partie de l'hydraulique, puisque la partie des fleuves, le fil de l'eau, ben, on peut pas la stocker. Donc, tout ce qu'on ne peut pas stocker, on va le déduire à la consommation. Et cette courbe rouge, c'est celle-là, finalement, qui va avoir besoin d'être gérée par les moyens pilotables, les centrales pilotables. Et donc, c'est bien là qu'on va voir les pointes et les creux. Et là, on va voir que les formes changent assez vite finalement, parce que dans cette forme rouge, dès aujourd'hui, on constate bien qu'on a un creux la nuit, comme on avait sur la consommation, mais du fait de la forme du solaire, du photovoltaïque, on a aussi un creux l'après-midi, qui commence à apparaître un peu moins l'hiver, mais pas mal en intersaison, pas mal l'été. Et au fur et à mesure où le solaire va se développer, ce creux va agrandir. Et ce creux, du coup, il donne sa forme au prix de l'électricité. Là, c'est 2 jours au hasard, hein, mais je pourrais prendre aujourd'hui. Hier, c'était pire, on avait des prix nuls, c'était dimanche. Mais on se retrouve avec des prix qui ont tous les jours, pardon, cette forme avec 2 pointes très courtes, caractéristiques. Une pointe le matin, autour de 8 heures du matin, et une pointe le soir, autour de 19 heures.
Ce qui est nouveau, c'est que ces pointes sont courtes, alors qu'avant, on avait des périodes de tension sur toute la journée. Et le fait que ces pointes soient courtes, ben, ça ouvre la voie à beaucoup de flexibilité et de modulation. Parce qu'en fait, il suffit de décaler un peu sa consommation de 2 heures pour que ben, finalement on ait gagné et qu'on bénéficie de prix bien plus bas. Et puis, du coup, qu'on charge moins aussi les points du système électrique et donc qu'on puisse accueillir davantage de consommation décarbonée, des choses qui étaient fossiles et qui viendraient sur le système électrique, des véhicules électriques, des pompes à chaleur et autres. Donc finalement, ça va être ça le but du jeu de la flexibilité, soit tous les jours, soit de temps en temps quand on peut, c'est de faire ce qu'on peut pour non pas avoir la courbe bleue qui est en haut, donc ça c'est la consommation, on part donc de la courbe en pointillé rouge que vous voyez à l'écran. Ça, c'est la consommation résiduelle avec 2 pointes. Et le but, ça va être de la lisser, c'est-à-dire consommer davantage, notamment au milieu de journée, pour éviter de jeter de l'énergie photovoltaïque ou éolienne, parce qu'il y a des fois où on en a trop. C'est ce qui caractérise les périodes où il y a des prix nuls. Et puis, au contraire, éviter de charger les pointes. Donc, typiquement, tout ce qui peut être décalable, on y viendra, les batteries de véhicules ou autres, ben, il ne faut pas les charger au moment le plus cher et le plus pénalisant sur le plan du CO2. Il vaut mieux les charger dans les creux, soit la nuit, soit l'après-midi. Alors, du coup, ces besoins de flexibilité, on les a catégorisés en 4 types. Je vous les mets tous les 4 là. Donc, euh, il y a bien toute une partie qui sont des flexibilités structurelles et régulières. Ce que je viens de vous expliquer sur le solaire, ben, on sait déjà 3 ans à l'avance ou 2 ans à l'avance qu'il y aura plus d'électricité disponible à 15 heures ou à 14 heures le 29 avril 2027 qu'à 8 heures du matin. Je n'ai pas besoin d'attendre le dernier moment pour me réveiller et me dire ah oui, mais tiens, il y a du soleil. Au fait, non, on sait, il y a toute une partie structurelle dans les rythmes. On sait que l'électricité est plus disponible et moins chère le week-end. On sait qu'elle est plus disponible la nuit. Et dorénavant, elle est aussi plus disponible et moins chère l'après-midi. Alors pour autant, ça ne fait pas tout, le structurel et régulier. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Bien sûr, il y a des aléas sur le niveau de soleil et puis surtout sur le vent. Et puis sur la température, puisque ça joue sur la consommation. Donc on garde un volet de flexibilité dynamique, on y reviendra après. C'est des choses qu'on sait la veille, quelques jours avant, quelques heures avant, éventuellement, en se disant, ah tiens, soit il y a une période de tension, soit au contraire, tiens, il y a beaucoup de vent. C'est favorable de consommer plutôt le matin que le soir. Ben, si on a des consommations décalables, du type recharge d'appareils sur batterie, du type production de chaleur ou de froid, eh bien à ce moment-là, on peut en décaler une partie de sa consommation. Il y a d'autres types de flexibilité comme l'équilibrage, vraiment avec des contrats par RTE, service système, vous entendez parler parfois de réglage de fréquence, etc. Ça, c'est des produits spécifiques, donc pour certains consommateurs, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le cas général. Et puis, on met sur ce schéma les flexibilités de sauvegarde, celles dont on a beaucoup parlé l'hiver précédent avec les systèmes d'alerte EcoWatt. On va maintenir ça, mais le but, c'est de ne pas s'en servir. En fait, c'est l'airbag du système électrique. C'est en cas de problème, en cas d'accident, ben, on a ça pour amortir. Ça permet d'éviter de délestage, donc des choses où on met des quartiers dans le noir, etc. Mais c'est vraiment en cas de situation de crise. En mode normal, on n'a que les 3 premiers types de flexibilité qui fonctionnent. Et quand on dit qu'il y a de plus en plus de renouvelables dans le système électrique, donc il y aura besoin de plus de flexibilité, c'est tout à fait vrai. Mais en fait, c'est surtout ces 2 premières qui vont faire l'essentiel du volume. Quand on dit on a besoin dans nos scénarios là, de 28 à 64 gigawatts, des montants très énormes de déplacement de consommation, ben oui, si on a énormément de photovoltaïque, il est clair qu'on a intérêt à consommer le plus possible pendant les heures ensoleillées. Si on a beaucoup de vent, ben dans les moments sans vent, on va être gêné, donc il vaut mieux avoir une consommation déplaçable, ce qui peut l'être. Et donc, ce sont 2 types de flexibilité. Pour l'essentiel, ce sont des flexibilités sans perte de confort. Ça, c'est important. On ne parle pas d'effacement, là, on y viendra après, mais l'effacement, c'est déjà quasiment pré-crise, c'est exceptionnel quelques jours dans l'hiver. Là, on parle bien de flexibilité au sens de modulation, de décalage de consommation de façon quasi quotidienne. Donc, il s'agit en fait des bonnes façons de consommer l'électricité. Alors, c'est la même chose, hein, c'est ce qu'on dit là. Quand on regarde les courbes, là, on a les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure avec consommation en haut et puis le résiduel en rouge en dessous, là, souligné de bleu marine. En 2023, le creux d'après-midi, il est faible. Ce à quoi on s'attend, c'est que dès 2030 et même avant, il va être de plus en plus important. Tout le monde voit bien là en ce moment à travers l'Europe, pour les gens qui suivent le système électrique, tout le monde s'étonne ou pas, mais de voir des prix nuls un peu partout en Europe, bien plus en 2024 qu'en 2023. Bah, tout simplement parce que le photovoltaïque, c'est l'énergie qui se développe le plus en Europe, avec 50 gigawatts par an.
Et donc, ces caractéristiques de creux l'après-midi, ça devient prégnant dès cette année. Ce sera encore plus en 2025, en 2026 et en 2027. Et finalement, ce qu'il y a à faire, c'est assez simple. C'est la même chose que ce qu'on a fait il y a 40 ans avec nos ballons d'eau chaude et système Air-Planeur-Creuse. On les a mis la nuit, essentiellement, un tout petit peu le midi. Et bien désormais, il va falloir qu'on mette les heures creuses plus l'après-midi. C'est ça le grand changement, c'est qu'il y aura de plus en plus d'heures creuses l'après-midi. Creuses du point de vue du prix, du point de vue de la disponibilité, et puis c'est une façon de ne pas jeter de l'énergie décarbonée. Alors pour le dynamique, c'est un peu plus compliqué. Dans ce qui est dynamique, donc flexibilité qu'on peut activer que la veille ou le jour même en fonction des conditions réelles météo, ben, on connaît l'effacement assurantiel, l'effacement, le vieil EJP, le tempo, les politiques d'effacement dans l'industrie qui sont développées par pas mal d'acteurs, hein, dont certains en région aura, évidemment. Mais désormais, on va avoir deux autres types de flexibilité dynamique qui vont être de l'optimisation journalière ou hebdomadaire. Pourquoi on les distingue? Mais l'effacement assurantiel, on le fait que de temps en temps et puis on se prive quelque part. C'est une exception au mode normal. Alors que là, l'optimisation, c'est juste que j'ai besoin de charger soit mon ballon d'eau chaude, soit mon véhicule électrique, soit des appareils, soit, je ne sais pas, une production de froid dans le tertiaire, ça existe. J'ai besoin de le faire une fois par jour ou bien j'ai besoin de le faire une fois par semaine, comme pour recharger un véhicule, ça suffit souvent pour faire un trajet domicile-travail. Eh bien, à ce moment-là, dans tous les cas, on va le faire. Il n'y a pas de perte de confort. Simplement, on va optimiser le moment où on le fait pour bénéficier des prix les moins chers et d'une électricité totalement décarbonée. Donc, voilà ce qu'on va mettre dans le dynamique. Alors, le truc, en fait, là-dedans, si je peux me permettre, c'est que euh, ce qu'il faut arriver à faire pour faire de la flexibilité, c'est assez simple dans le principe. C'est pas forcément si simple que ça en pratique. C'est de rapprocher ce qu'on a à gauche, c'est-à-dire la capacité, le potentiel de gestion technique des bâtiments. Dans le tertiaire, il y a des crébacs, il y a pas mal d'équipements, mais même dans le résidentiel, il y a de la domotique qui s'installe, etc. Donc, on sait gérer nos bâtiments, il y a quand même des thermostats, il y a des programmateurs, etc. Ce qui est rarement fait, c'est de rapprocher ça de la forme des prix. Alors moi, je vous montre des prix spot, donc ça, c'est des prix de marché, c'est pas la forme des offres que les clients finaux ont. Mais justement, tout le défi, c'est de faire en sorte que, puisque les prix spot ont tous les jours cette forme, ben, que les fournisseurs proposent des offres avec ces formes-là. Et là, on va voir qu'il y a un peu un serpent qui se mord la queue. Il faut casser un cercle. Parce que les fournisseurs disent, ah, mais les clients, ils n'en veulent pas parce que c'est trop compliqué. Et les clients nous disent, bah oui, mais on ne me les propose pas, ces offres-là. Alors, je dis fournisseurs, ça peut aussi être des agrégateurs, hein, ça peut être fait, notamment pour le dynamique, par quelqu'un d'autre que le fournisseur. On y viendra après sur les mécanismes. Mais dans tous les cas, c'est quand même ça, c'est rapprocher sa gestion, sa programmation du bâtiment et de ses usages avec la forme des prix qui est en train de radicalement changer avec ce grand creux dans la demi-journée, l'essentiel de l'année. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qui est décalable, modulable, etc. Bah, finalement, là, on a une première liste, après c'est à chacun de voir, mais dans le résidentiel, je l'ai dit, les ballons d'eau chaude, la recharge de véhicules électriques, c'est tout à fait décalable facilement dans le même service. Dans le tertiaire, même chose, plus la production de froid. Dans l'industrie, il peut y avoir aussi des choses décalables sur des moments où on change un peu des séries de production ou autres, mais on peut s'arranger pour le faire dans les heures les plus chères, pour éviter de consommer quand l'électricité est chère. Ça, c'est pour le totalement décalable. Après, au-delà du décalable, on a plein de choses qui sont modulables, c'est-à-dire qu'on ne va pas les passer à zéro, mais par contre, au lieu de les laisser en continu tout le temps au même niveau, on va s'arranger pour que, par exemple, le chauffage, on peut préchauffer un peu avant une période de pointe, et puis grâce à l'inertie, rester dans un tunnel de confort, mais que la température descende un tout petit peu d'1 degré, par exemple, ce ne sera pas très sensible, mais on va quand même beaucoup moins consommer quand l'électricité est très chère. Même chose pour la ventilation dans le tertiaire. Si on a des capteurs de CO2, notamment pour la qualité de l'air, on peut limiter la ventilation à certains moments, pendant 1 heure, 2 heures, dans des grands halls, dans des grands espaces. On a fait des essais sur des centres commerciaux, ça marche très bien. Alors après, il y a l'effaçable. L'effaçable, c'est ce qu'on peut vraiment reporter d'un jour sur l'autre s'il y a un jour de tension. Mais moi, je pense que ce qu'il faut développer aujourd'hui, au-delà des façades, c'est ce réflexe de décaler, de moduler et d'apprendre à éviter tous les jours ces pointes des matins et du soir. Donc, on a fait des essais, je le disais, notamment dans l'ancien concours CubeFlex. On a remis les résultats la semaine dernière pour la deuxième saison. Et ce qu'on vous montre là, c'est une vraie courbe
La courbe rouge, elle a remplacé la bleue. Alors, il n'y a pas eu moins de consommation sur la journée, mais il n'y en a pas eu plus non plus. Et en revanche, il y a eu une préchauffe importante le matin pour que le bâtiment soit à température avant la période difficile. Alors là, c'est des simulations sur des jours éco-watts avec des alertes qui peuvent être longues pour faire du stress test. Dans la vraie vie de tous les jours, il y a besoin de faire du plus court, en fait, hein, ça suffit. Voilà, je vais laisser la parole à Sandrine Oisé, qui travaille à la direction des marchés, qui va vous expliquer les différents mécanismes pour mettre en œuvre ces principes de flexibilité, à moins que vous ayez des questions à ce stade-là. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter là le panorama de la filière existante qui opère aujourd'hui les modulations de consommation. Donc on a deux types d'acteurs aujourd'hui qui sont sur des segments différents. Donc pour les flexibilités structurelles et régulières, ce sont les fournisseurs qui apportent des solutions. Et pour les flexibilités dynamiques, donc ce sont plutôt des agrégateurs et qui passent par le mécanisme NEBEF pour vendre l'énergie sur les marchés spot et infrajournaliers. Donc on l'a vu, deux types d'acteurs. La première possibilité, donc par les fournisseurs, il s'agit de ce qu'on appelle les effacements indissociables de la fourniture, qu'on appelle aussi effacement implicite. Donc là, les fournisseurs adaptent leur tarification pour, illustrer les moments auxquels il vaut mieux éviter de consommer et les moments où on peut mieux placer la consommation. Donc, en exemple, les anciens contrats, effectivement, JP, les contrats tempo. Il y a aussi de nouvelles offres qui sortent actuellement par les fournisseurs. La seconde possibilité, c'est donc de recourir à un agrégateur qui va réaliser des effacements explicites. Donc, un agrégateur va proposer à un site d'optimiser les placements de ses consommations par rapport à des signaux de prix et il agrège les gisements d'un ensemble de sites qui constituent son portefeuille pour valoriser des puissances intéressantes sur les marchés. Donc, on a illustré ici un peu les différents segments qui existent du côté des effacements, que ce soit explicite ou implicite. Donc, le premier segment, le segment industriel, il s'agit en général d'effacements ponctuels. L'activation peut être coûteuse du fait de la perte de production. Les volumes dépendent des process qui sont arrêtés. Et nous avons donc un certain nombre d'acteurs actuellement. C'est une filière assez concurrentielle sur ce segment-là, qui est le segment historique de la flexibilité de consommation. Et également quelques fournisseurs pour la valorisation implicite. Du côté des sites diffus résidentiels, nous avons des effacements fréquents, plus fréquents en tout cas, qui sont possibles. Le coût de mise en place peut être assez variable. Certains agrégateurs choisissent d'installer du matériel, d'autres se contentent d'applications, par exemple. Il y a une émergence d'acteurs en ce moment. Donc, vous avez ici une liste non exhaustive qu'elle évolue assez régulièrement. Et idem du côté de la valorisation implicite par les fournisseurs. Et nous avons un troisième segment qui est le segment tertiaire, qui est le segment à développer. Il n'est actuellement pas vraiment adressé. Il intéresse aujourd'hui à la fois des acteurs qui viennent du segment industriel et des acteurs qui peuvent venir aussi du segment résidentiel. C'est un segment aujourd'hui qui présente un potentiel de modulation élevé. On l'a vu tout à l'heure avec les courbes vertes et qui est encore inexploité très majoritairement. Donc,
comment fait-on pour valoriser des effacements explicites sur les marchés de l'énergie? Donc globalement, ce qui se passe, c'est qu'un fournisseur d'énergie pour un site va sourcer l'énergie suivant la consommation théorique qu'il connaît pour ce site. Et donc, il fait ça sur l'ensemble de son portefeuille. Donc ça, c'est le schéma classique pour tous les sites. Ensuite, on a un agrégateur qui va réaliser l'effacement sur le site et qui vend donc le bloc d'énergie sur les marchés. Ensuite, on a 2 modèles. Le premier modèle, qui est le modèle corrigé, est celui, pour lequel le fournisseur vend l'intégralité de ce qu'il a sourcé au site de consommation, qui ne consomme pas tout et du coup, il reste un bloc, d'énergie non consommée qui va être vendu, par l'agrégateur, sur les marchés. Dans ce cas-là, le fournisseur facture l'intégralité, de l'énergie qu'il avait sourcée au site de consommation, suivant les termes du contrat qui lie le fournisseur et le site de consommation et ensuite, de même l'agrégateur rachète l'énergie, non consommée par le site de consommation, suivant le contrat, privé qui les lie. Donc ça, c'est le premier système. Et on a un deuxième système qui est le modèle régulé, où cette fois-ci, le fournisseur ne va vendre au site de consommation que ce que celui-ci a réellement consommé. Donc, il va se retrouver avec une énergie qu'il a achetée et qu'il n'a pas pu vendre au site de consommation. Et donc là, l'agrégateur qui, lui, vend bien ce bloc sur les marchés de l'énergie, va racheter cette énergie au fournisseur. Donc, dans ce cas-là, les flux entre le fournisseur et l'agrégateur sont gérés entièrement par RTE, ce qui fait qu'un site de consommation n'a pas besoin de l'accord de son fournisseur pour faire appel à un agrégateur. Donc là, c'est RTE qui intervient en tant que tiers médiateur entre les deux. Donc, pour gérer tout ça, on a mis en place un mécanisme d'EBEF. Donc, ça n'est pas un marché en soi, c'est un mécanisme qui va plutôt donner un cadre de valorisation aux effacements explicites dans les marchés de gros de l'énergie. Donc, ce mécanisme, il remplit 3 fonctions: certifier et homologuer les acteurs qui peuvent échanger les blocs d'effacement sur les marchés de gros, donc en J-1, IJ, les sites qui déclarent et les périmètres de leurs entités d'effacement. Ça sert également à tracer les échanges de blocs entre les acteurs sur les marchés. Et le dernier point, donc contrôler le réalisé, donc c'est le volume réellement effacé, le volume d'énergie, pour en tenir compte dans les règlements et pénalités, donc vis-à-vis des responsables d'équilibre et les fournisseurs. Donc, le fonctionnement de NEBEF vu du consommateur, le consommateur, lui, a un contrat de fourniture d'énergie avec un fournisseur. Il a un contrat avec un agrégateur qui active l'effacement. Donc, pour lui, c'est assez simple. Il a son contrat de fourniture classique et en plus, il a un contrat avec l'agrégateur duquel il reçoit les notifications d'effacement qui peuvent être opérés ensuite de différentes manières. Soit c'est l'agrégateur qui active à distance les automates qui permettent de réaliser l'effacement, soit c'est le consommateur qui gère lui-même cette partie-là. L'agrégateur, il va envoyer ces notifications d'effacement au consommateur suivant les opportunités qu'il aura identifiées sur les marchés et du coup l'énergie qu'il aura vendue sur les marchés selon les opportunités. Donc, dans ce cas-là, RTE n'intervient que pour mesurer l'énergie effacée, procéder au rééquilibrage des périmètres et facturer les agrégateurs pour assurer le versement aux fournisseurs, comme on vient de le voir. RTE peut également envoyer des signaux aux agrégateurs et demander l'activation d'effacement, mais uniquement dans le cadre d'appel d'offres effacement et du mécanisme de capacité. Donc là, on a 2 types d'activation, soit pour des jours qui sont signalés
et qui représentent des jours de forte tension sur le réseau, soit pour des tests de disponibilité des capacités d'effacement. Le fonctionnement de NEBEF vu de l'agrégateur est représenté ici. Donc, une entreprise qui souhaite participer à cette activité-là doit en premier lieu contractualiser avec RTE en tant qu'opérateur d'effacement. Donc, ça vaut pour acceptation des règles qui régissent ce mécanisme, les règles NEBEF. Ensuite, l'opérateur d'effacement constitue son périmètre d'effacement, donc il va foisonner ses sites, il va en faire plusieurs périmètres s'il le souhaite. Il vend ensuite l'effacement sur les marchés. Il déclare les programmes d'effacement à RTE suivant ce qu'il aura réussi à vendre sur les marchés. Et ensuite, il déclenche l'effacement donc auprès des consommateurs. Ensuite, c'est RTE qui contrôle donc a posteriori le volume d'énergie qui est effectivement effacé. Puis, on procède à la facturation des opérateurs et au versement aux fournisseurs en fonction du modèle dans lequel se trouvent les sites. Donc la principale problématique, au-delà des modalités administratives, est de déterminer la part effacée de la consommation, puisque précisément c'est une consommation qui n'a pas eu lieu. Donc nous avons besoin de reconstituer pour cela une courbe de référence qui correspond à la consommation qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu d'effacement. Et donc pour ça, on s'appuie sur 3 types de méthodes qui sont inscrites dans les règles. Et donc la première, c'est on s'appuie sur les historiques de consommation. Donc ensuite, il y a plusieurs variantes, mais on se base sur les historiques de consommation du site. Donc ça, c'est un calcul qui est réalisé par RTE. On peut également s'appuyer sur les prévisions de consommation. Donc à ce moment-là, les prévisions sont envoyées par les agrégateurs à RTE. Pour ces 2 méthodes-là, on a des indicateurs qui nous permettent de vérifier que ces méthodes-là sont bien adéquates par rapport au site, par rapport au profil de consommation du site, et on a des indicateurs de qualité, tout simplement des historiques et des prévisions avec des seuils d'incertitude à respecter. On peut également s'appuyer sur la consommation juste avant et juste après la modulation pour recalculer une référence. Et nous avons une nouvelle méthode qu'on est en train d'instruire actuellement et qu'on va introduire dans la future version des règles NEBEF, qui s'appuie sur un panel de sites miroirs. Donc, ce sont des sites similaires aux sites qui vont être effacés, mais qui, eux, ne réalisent pas d'effacement. Donc ça, c'est une méthodologie qui est réalisée par Enedis et que nous travaillons à intégrer dans les règles NEBEF. Donc, les règles NEBEF, elles s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue. Elles évoluent assez régulièrement sur un rythme d'1 an et demi, 2 ans en ce moment, notamment pour la prochaine version. Donc, on a plusieurs évolutions des méthodes de contrôle des volumes effacés qui sont prévues, et également liées aux nouveaux enjeux, l'intégration des modulations à la hausse. Aujourd'hui, NEBEF permet de valoriser uniquement la partie effacée, donc la baisse de la consommation. Et donc, nous sommes en train d'instruire les modalités pour pouvoir valoriser la deuxième partie du décalage de consommation, donc les modulations à la hausse. Et donc, c'est une filière qui est en mutation pour les nouveaux besoins du système électrique et que RTE accompagne. Donc, on fait évaluer, comme on l'a dit, les mécanismes qu'on opère dans ce sens, et nous sommes également partenaires d'initiatives qui visent à aider au développement de cette filière. Donc, le concours CubeFlex qui permet la mobilisation et l'apprentissage sur le secteur tertiaire, et également la plateforme GoFlex qui, elle, est une plateforme de mise en relation des gestionnaires de bâtiments tertiaires et des opérateurs de flexibilité, donc qu'ils soient fournisseurs ou agrégateurs. Donc, pour plus d'informations, vous avez également un portail service de RTE qui reprend un certain nombre d'informations
sur cet ensemble. Merci à vous. On a peut-être été un peu rapide. S'il y a des questions, évidemment, on est à disposition pour répondre à la fois sur les besoins du système et puis sur les mécanismes. Alors, mécanisme qui a été présenté en détail, il traitait en particulier l'effacement. Après, je dis juste que voilà, une partie de la flexibilité, c'est aussi, Sandrine l'a dit, avec le fournisseur, donc avec des offres euh, heure pleine, heure creuse, équivalentes. Il en existe de plusieurs types, mais en tout cas qui valorisent bien la différence des prix entre les pointes et les creuses. C'est ça qui nous paraît important pour que tout le monde en profite. Alors, merci à tous les deux. Nous avons une question dans le chat. Qu'est-ce qui guide le choix d'appliquer telle ou telle méthode de vérification? Donc là, ce sont les agrégateurs qui vont en général choisir les méthodologies suivant le portefeuille de sites qu'ils ont et les périmètres qu'ils ont constitués. Donc, ils peuvent séparer en plusieurs groupes l'ensemble de leur portefeuille et en fonction de la typologie de consommation du site, de à quel point la consommation va être plus ou moins cyclique. Donc, si elle est très cyclique, ils vont peut-être choisir la méthode par historique de consommation. S'ils sont capables de prédire, de prévoir la consommation, ils peuvent faire les prévisions de consommation. Et sinon, donc, la méthode qui consiste à s'appuyer sur la consommation dans la même journée, juste avant et juste après. Donc, c'est la méthode par défaut si les consommations ne sont pas adaptées aux deux autres méthodes. Et pour ce qui est de la future méthode, donc, qui s'appelle la méthode des panels, ce sera une méthode qui nécessitera un grand nombre de sites miroirs. Donc ça, ce sera ouvert plutôt aux sites avec une puissance inférieure à 36 kVA, donc plutôt des petits sites, plutôt du résidentiel ou du petit tertiaire. Merci Sandrine. Une seconde question, y a-t-il une notion de localité? Y a-t-il une notion de localité dans la valorisation de la flexibilité? Concrètement, valoriser de la flexibilité au plus près des sources, ENR fatal. Et pouvez-vous nous en dire plus sur le rapport au confort que vous avez évoqué selon les types de flexibilité? Alors, dans ce que nous présentons là, on parle des flexibilités pour ce qu'on appelle l'équilibre offre-demande globalement. Pardon. Et donc, non, il n'y a pas y a pas de lieu de localisation privilégié, parce qu'en fait, la production, elle peut être n'importe où en Europe, en fait, modulo les interconnexions, mais en tout cas n'importe où en France, ça ne pose aucune difficulté. Donc, on peut faire la même flexibilité qu'on soit à Brest, à Toulouse, ou à Grenoble, ou à Lyon. Donc ça ne joue pas. Après, il y aurait un cas particulier de flexibilité, mais ce n'est pas celui dont on parle là, qui sont des flexibilités pour le réseau, si le réseau est contraint localement, etc. Mais ça va être exceptionnel et ça va générer assez peu de revenus. Donc là, on insiste vraiment au premier ordre sur ce qui est majeur dans cette décennie, qui est le changement de rythme du système électrique, avec d'une part le solaire, d'autre part l'éolien. Historiquement, il y avait de la flexibilité, des besoins de flexibilité liés à la température, parce que la consommation dépend du niveau de température. Mais maintenant, on a à la fois la température qui joue sur la consommation, mais aussi la production qui change. Et donc, on a des situations beaucoup plus variables. Mais encore une fois, pour le solaire, on sait dire quand. Pour le vent, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas le même type de flexibilité. Ce n'est pas les mêmes types de choses. Mais ce n'est pas lié à la localisation. Alors après, par rapport à ce que je disais sur le confort, ben, ça dépend de ce qu'on fait. Alors, je vais revenir sur un autre slide, peut-être, celui-ci ou celui-là. Moi, j'ai coutume désormais d'essayer d'utiliser ce vocabulaire-là. Il y a des usages décalables, il y a des modulables et il y a de l'effaçable. Le décalable, c'est comme les chauffe-eau qu'on connaît bien quand on est chez soi ou quand on en est eu. On a besoin d'eau chaude au moment de se doucher, de faire la vaisselle, etc. Mais peu importe le moment où le chauffe-eau se recharge. Ça peut être la nuit, ça peut être l'après-midi, peu importe. Le véhicule électrique, c'est la même façon, que ce soit dans la semaine, que ce soit dans la journée. Tout ce qui compte, c'est que le véhicule électrique soit chargé au moment où on veut s'en servir.
mais il peut avoir été chargé plusieurs heures avant, voire même plusieurs jours avant. Ce n'est pas forcément grave suivant l'usage qu'on a. Donc là, il n'y a pas de perte de confort au sens où, moi, il me semble que la plupart des usages d'électricité qui se développent aujourd'hui ne sont plus des usages directs. Autrefois, l'essentiel d'utilisation, c'était l'éclairage, par exemple. L'éclairage, évidemment, quand on appuie sur l'interrupteur, on n'a pas envie d'attendre pour que ça s'allume. La cuisson, c'est pareil. Il reste quelques usages directs instantanés, comme ça, l'électricité. Mais il y en a de moins en moins, parce que ce qui se développe, c'est du chauffage, c'est de la ventilation, c'est de la climatisation. Donc derrière, il y a toute l'inertie thermique, toute la vie du bâtiment, et avec des bâtiments qui sont quand même de mieux en mieux isolés, globalement. Et puis, si c'est pas ça, c'est de plus en plus des appareils qui sont sur batterie. Le PC, il est sur batterie, le téléphone est sur batterie, beaucoup d'appareils audiovisuels désormais sont sur batterie. Les véhicules, évidemment, que ce soit voiture, trottinette, vélo, etc., ben, tout ça, ça se recharge quand on veut. Donc, il ne s'agit pas de déplacer 100% de sa consommation. Il y aura toujours, pardon, un talent de consommation dans les moments où on vit dans la maison, où on vit dans le bureau. Mais la partie qui est décalable, autant la faire, puisqu'on y gagne tous. On y gagne individuellement sur sa facture, individuellement sur son empreinte CO2, et collectivement parce que ça permet, sans investir davantage, de décarboner davantage d'usages fossiles. Donc, c'est cette notion où il n'y a pas de perte de confort parce que c'est du décalage, mais l'électricité n'est pas consommée au moment où on s'en sert. C'est le cas de la voiture, hein, typiquement la voiture électrique, mais aussi l'eau chaude et même le chauffage. On peut largement le moduler. C'est ce qu'on a vu dans nos expérimentations CubeFlex. On arrive à moduler du chauffage sur 2 heures très facilement. Sur 4 heures, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Mais pendant 2 heures, on peut tout à fait réduire. Si vous avez des pompes à chaleur RO avec un système de radiateur derrière, ben, l'eau chaude, elle ne va pas devenir froide instantanément. Donc, si vous avez chauffé comme il faut avant, vous allez continuer à avoir du chauffage pendant 2 heures très facilement. C'est ce que j'appelle, il n'y a pas du tout de perte de confort. Vous avez le même confort, vous avez la même température, mais au lieu de chauffer à plat, on fait un effort de programmation pour préchauffer un peu avant et moins chauffer dans la période de pointe. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. À propos des véhicules électriques, justement, nous avons eu une question aussi, des opportunités pour utiliser les véhicules électriques dans le cadre de la flexibilité. Ben là, alors, dans le cas de la flexibilité, il y a 2 façons d'utiliser les véhicules électriques. Pour tous les véhicules, ce qui compte déjà, c'est de les charger au bon moment, c'est-à-dire de ne pas les charger à la pointe. Pas les charger quand on arrive à la maison et qu'on se branche, il ne faut pas que ça charge tout de suite. Quand on arrive au bureau, si on peut se brancher, il ne faut pas que ça charge tout de suite non plus. Parce que les 2 moments clés maintenant, c'est le matin en semaine et tous les soirs à 19 h. Donc il faut que ça charge en programmant à partir de 11 h du matin, quelque chose comme ça, si c'est en journée au bureau ou à la maison. Et puis si c'est à la maison le soir, ben, il faut que ça charge dans la nuit à partir de 2-3 h du matin. Et ça suffit très largement pour la plupart des usages. Donc ça, c'est la première façon de faire la flexibilité. Moi, ce que j'appelle flexibilité, c'est déjà décaler sa consommation. C'est déjà une flexibilité. On fait un effort, on fait une programmation spécifique. Ensuite, dans les véhicules électriques, on parle désormais de véhicules to grid ou véhicules to home, c'est-à-dire des véhicules qui pourraient renvoyer de l'électricité depuis leur batterie vers la maison, vers le bâtiment. Ça, c'est très intéressant. Il y a des constructeurs qui lancent des modèles là, qui sont de façon native là-dessus. Et c'est effectivement intéressant parce qu'à ce moment-là, la batterie peut commencer à aider à charger dans les périodes où il y a l'électricité pas chère disponible et décharger, et ça évite de consommer l'électricité quand elle est la plus chère. Donc, si on peut faire ça, puis les batteries de voiture, elles sont assez largement dimensionnées, puisqu'elles sont dimensionnées pour rouler plus que pour l'électricité. Donc, on peut faire ça, et c'est tout à fait intéressant, parce qu'on baisse sa consommation quand c'est le plus cher, on la baisse encore plus qu'en décalant, et puis au contraire, on recharge quand c'est cher. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce qui est stockage hydraulique. Tous les jours, il y a un certain nombre d'usines, il y en a dans votre belle région, qui, avec 2 lacs, permettent de remonter de l'eau dans le lac du dessus, puis la redescendre quand il y en a besoin. Donc, ils font ça, ils remontent de l'eau du lac inférieur vers le lac supérieur l'après-midi, typiquement, quand il y a plein de soleil, ou la nuit dans le creux de consommation. Et puis, ils redescendent cette eau pour turbiner, pour produire l'électricité, le matin et le soir. Donc, on pourrait faire la même chose avec des batteries de voiture si elles sont ce qu'on appelle bidirectionnelles, c'est-à-dire si on peut réinjecter de l'électricité sur le réseau. Merci. Là, j'ai une remarque
Il existe des appels d'offres d'Enedis pour les flexibilités très localement sur le site flexibilitéenedis.fr. C'est tout à fait juste. Mais ça reste très ponctuel et je veux pas. Enfin, c'est très bien hein, ce que fait Enedis. Et RTE aussi commence à en faire pour regarder dans certaines zones, parce qu'on va avoir un réseau qui va être quand même plus congestionné. Donc, plutôt que de surdimensionner le réseau, il vaut mieux utiliser flexibilité, mais ça reste des usages très ponctuels. Donc voilà, ça c'est tout un chantier en cours hein, qu'on discute avec le régulateur, etc. Dans des zones où il y a beaucoup de photovoltaïque, ça peut se regarder parce que photovoltaïque, ça dure pas très longtemps, donc ça dépend du type de flexibilité que vous voulez activer. Hein. Si c'est de la batterie, ça peut pas durer très longtemps. Si c'est une zone où il y a du vent, ben, s'il y a du vent pendant 3 jours, vous n'arriverez pas à soulager le réseau. On va quand même être obligé de couper un petit peu l'éolienne. Donc on est en train de regarder ces cas-là et Enedis effectivement est très actif et a lancé les appels d'offres. Ça reste localisé et un peu à la marge par rapport à ce que je vous dis, à mon avis, mais c'est aussi l'avis d'Enedis, on parle beaucoup avec eux. En termes de valorisation, vous gagnerez plus à faire déjà le niveau national. Après, si vous pouvez faire le niveau local en plus, tant mieux. Très bien. Une autre question, sait-on estimer les gains financiers type pour le système électrique, les acteurs, en réduction de la facture? Bah, ça, c'est la question compliquée. C'est-à-dire les gains pour le système. Moi, j'aime pas dire pour le système, parce qu'on a l'impression que c'est pour RTO et Enedis, pour les gestionnaires de réseau ou GEG ou d'autres. Mais donc les gains, ils doivent être rétrocédés aux consommateurs. Mais les gains sur le coût, ils sont importants. Quand je vous dis le midi, c'est moins cher, c'est pas 5% moins cher, c'est 20%, 30%, 100% moins cher, 50% moins cher, on va dire. C'est plus 100% lors des pointes et moins 50% lors des creux. Euh, je crois qu'un jour comme aujourd'hui, par exemple, de mémoire, je crois qu'on a des prix à 40 euros du mégawattheure cet après-midi et à 110, 120 ce soir. Voilà, au hasard. Hier, c'était nul tout l'après-midi. Les prix étaient nuls. On a jeté de l'électricité décarbonée tout hier après-midi. Ce qui est un peu dommage d'un période actuelle où on cherche tous des énergies décarbonées pour. Donc, c'est-à-dire qu'on l'utilise pas bien encore, ce système électrique. Donc, ça, c'est sur le plan des coûts, du point de vue du système et de la production. C'est ce qu'on voit sur le marché spot. La question, c'est comment le client peut en bénéficier. Alors, il faut voir avec les agrégateurs, il faut voir avec les fournisseurs. Première chose, nous, on agit pour essayer de pousser avec la creux à décaler les heures creuses, qu'il y ait plus d'heures creuses, notamment l'été, l'après-midi que la nuit. L'hiver, ce sera un petit peu le contraire, au moins dans un premier temps, mais au moins que l'été, il y ait beaucoup d'heures creuses l'après-midi, c'est l'idéal. Et là, je pense qu'on peut espérer des baisses de 20, 30, 40% sur la facture sur ces heures-là. Moi, j'ai rencontré récemment un petit fournisseur qui s'occupe de pompes à chaleur uniquement, et là, il propose tarif moins 30%. Donc voilà, on est dans ces ordres de grandeur-là. On est sur une réduction significative de la facture sur ces heures-là. On n'est pas à chercher quelques pourcents. Merci. Une autre question. Merci de la réponse sur le véhicule électrique. Qu'en est-il au niveau d'une station de charge publique? Ah là, c'est plus compliqué au niveau d'une station de charge publique. Moi, j'ai l'impression il faudrait, je ne sais pas, c'est pas encore le cas, je ne sais pas les tarifications qu'ils font, mais si c'est pour recharger son véhicule dans la rue la nuit, je pense que une borne intelligente qui revoit combien il faut de charge, c'est-à-dire qui voit le niveau de charge de la batterie, vous, en tant qu'utilisateur, vous spécifiez combien vous voulez pour le lendemain matin et qui optimise le placement, je pense que ça, c'est la meilleure solution parce qu'il n'y a sûrement pas besoin de charger pendant 12 heures entre le moment où vous branchez le soir et le moment où vous repartez le lendemain matin. S'il y a besoin de 3-4 heures de charge, ben, autant les placer autour de, je ne sais rien moi, entre 3 et 6 heures du matin, par exemple. Euh, donc ça, c'est une possibilité, mais il faut que ce soit l'acteur de borne qui le propose. Par contre, dans la rue, si vous êtes pressé et que vous voulez une charge rapide, en tout cas une charge immédiate et totale, il faut que vous puissiez le demander aussi. Donc c'est à travers l'interface, mais ça veut dire que la tarification ne sera pas forcément la même normalement. Donc si c'est une charge régulière dans la rue, parce que vous n'avez pas de charge chez vous, dans votre parking ou pas de parking ou autre, ça peut quand même être optimisé. Après, les stations de charge dans la rue ou sur aire d'autoroute ou sur route, quand vous êtes en déplacement, naturellement, là, vous n'avez pas envie d'attendre le moment creux suivant. Donc, il faut bien un mode rapide.
Alors, prochaine question. A-t-on une idée chiffrée des gains environnementaux de la flexibilité? De manière générale, existe-t-il des indicateurs de flexibilité comme le temps par rapport à l'énergie, etc. Ah, ah. Bah, il y a plein de sortes de flexibilité, c'est ce qui rend ça compliqué, mais oui, on travaille avec des indicateurs. Globalement, nous, ce qu'on veut suivre, c'est le fait de ne pas jeter d'énergie décarbonée dans les moments où il y en a beaucoup, notamment les après-midi. Et puis le fait que les pointes augmentent peu, parce que c'est ça qui va limiter les investissements sur le système électrique, que ce soit en production ou en réseau, et qui fait qu'on va pouvoir accueillir des usages aujourd'hui fossiles davantage vers l'électricité plus vite. Alors chiffrer tout ça, je n'ai pas de chiffres magiques à vous donner. Ce qu'on sait, c'est que nous, on y travaille sur des études, les ordres de grandeur entre bouger la consommation ou pas le bouger. On est autour de 500 millions d'euros, 1 milliard par an de gains macro. Après, vous avez demandé en termes de gains environnementaux, bah, c'est moins de CO2, mais c'est moins de CO2 sur le système électrique. Moi, ce qui m'intéresse le plus, le système électrique, il est globalement très décarboné. Il est décarboné à 92% en France, donc ça ne va pas jouer énormément. Vous allez passer d'une électricité décarbonée à 95% au lieu de 85%. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on va pouvoir aller plus vite pour accueillir plus de véhicules électriques, plus de pompes à chaleur. On va pouvoir aller plus vite sur des politiques publiques d'aide pour décarboner des usages, ou de l'industrie, bien sûr, pour décarboner des process industriels, etc., sans crainte que le système électrique soit saturé. Je sais bien qu'on sort d'une crise historique majeure, là où pendant l'hiver précédent, on a eu peur qu'il y ait des coupures. Normalement, ça devrait être relativement derrière nous si le parc nucléaire n'a pas de nouveaux problèmes. Donc, il faut réapprendre à bien utiliser. Il faut bien qu'on comprenne que l'électricité, ça ne se stocke pas, massivement en tout cas. Et donc, il y a des moments. Il y a des moments où elle est très disponible et pas chère. Et il y a des moments où elle n'est pas disponible et à la limite, on risque d'en manquer mais c'est pendant quelques heures. L'hiver dernier, c'était aussi pendant quelques heures, ce que RTE avait dit. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre au fond. Et comme on est quand même au XXIe siècle avec beaucoup de numérique, beaucoup de modèles, de possibilités pour programmer, ce qu'on cherche à encourager, nous, c'est bien qu'on utilise au maximum toutes ces programmations, qu'on les fasse bien, que les clients aient les bonnes incitations par les tarifs, par les agrégateurs pour en tirer un bénéfice. C'est à eux à retirer le bénéfice économique, mais de telle sorte qu'environnementalement, on puisse aller plus vite pour se passer des chaudières au fioul, peut-être des chaudières au gaz demain, plus de pompes à chaleur, plus de véhicules électriques, plus de process décarbonés dans l'industrie. Alors, très intéressant, merci de la part de la personne qui a posé la question. Désolé, Est-ce c'est pas qu'il y a- chiffré, je ne peux pas chiffrer comme ça la réponse, mais les principes, c'est ça. Je me permets de prolonger. J'ai coutume de dire que cette flexibilité à la consommation, finalement, c'est gagnant, gagnant, gagnant. C'est-à-dire, c'est gagnant sur la facture, normalement. On s'emploie à ce que les tarifs bougent, et faites bouger vos fournisseurs. Et il y a sûrement des agrégateurs qui nous écoutent aussi. Allez-y, faites des offres. Et puis, donc, c'est gagnant sur la facture, c'est gagnant sur le bilan, sur l'empreinte CO2 du consommateur qui se décale, puisqu'il évite les pointes. Et c'est gagnant collectivement parce qu'on peut décarboner plus vite et c'est là qu'on gagnera le plus de CO2. Merci Yannick. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça a l'air de convenir. Eh bien, merci en tout cas Yannick et Sandrine pour cette présentation très intéressante, très instructive. Merci aux participants. Du côté de Tenardis, on vous donne rendez-vous pour la suite de ce groupe de travail le 31 mai à GEG. Donc, je vais vous envoyer plus d'informations à la suite de ce webinaire. Vous aurez également les présentations et puis la rediffusion de ce webinaire sera disponible. Merci à tous.